Bonsoir. Bienvenue pour cette première conférence d'un cycle de 3 conférences sur l'intelligence artificielle au prisme des sciences humaines et sociales. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Céline Guyon. Je suis maître de conférence associée à l'ENSIB et je co-dirige la mention archives numériques. Alors, peut-être quelques mots sur le pourquoi de ce cycle de conférences qui fait suite à une initiative qu'on avait eue avec mes collègues Marie-Françoise Defosse et Laurent Duplouy l'année dernière autour d'un séminaire de manipulation de modèles d'intelligence artificielle dans le champ de la gestion documentaire et de l'archivage. Le point de départ, c'est le constat que vous partagez certainement, à savoir que les intelligences artificielles occupent une place toujours plus importante dans l'espace public, que cette place croissante doit nous interroger individuellement et collectivement, car l'IA est tout sauf une intelligence computationnelle neutre et désincarnée. Et pour reprendre les mots de Kate Crawford, dans son contre-atlas de l'IA que je vous encourage à consulter, l'IA, rappelle Kate Crawford, ce sont, je la cite, des infrastructures physiques qui remodèlent la Terre tout en transformant la façon dont on voit et dont on comprend le monde. Donc en ce sens, l'intelligence artificielle est à la fois, toujours les mots de Kate Crawford, une idée, une infrastructure, une industrie, une forme d'exercice du pouvoir et une façon de voir. Vous le savez aussi, l'intelligence artificielle repose sur une économie extractive. Elle se nourrit de ressources non renouvelables, ingurgite des masses de données, dont nos et vos données personnelles sans nécessairement recueillir votre consentement. Données qui deviennent des données d'apprentissage et d'entraînement. Et enfin, l'intelligence artificielle exploite des travailleurs qui sont payés à la pièce, quelques centimes, pour réaliser des micro-tâches qui vont venir entraîner les modèles. Donc l'IA, ça n'a rien de magique. Et côté usager, derrière la promesse de rapidité et du moindre effort, finalement, l'IA encourage en fait à la paresse intellectuelle. Alors, dans un contexte où l'usage de l'IA n'est plus une hypothèse, mais déjà une pratique, puisque j'imagine que vous utilisez déjà très largement les intelligences artificielles dans votre vie personnelle, mais aussi dans le cadre de vos apprentissages ici à l'ENSIB, et que vous serez aussi amené à utiliser les IA dans les contextes professionnels qui seront les vôtres quand vous serez diplômé l'année prochaine. Donc, les usages de l'IA sont déjà là. Et l'objectif, en fait, qui était le mien en vous proposant ce cycle de conférences, c'était de regarder en face et regarder de front les questions éthiques, sociales, écologiques, politiques et géopolitiques que soulève l'intelligence artificielle. Donc, collectivement, ce que je vous propose pendant ce cycle de conférences, c'est de nous interroger sur qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, comment se fabrique l'intelligence artificielle et comment fonctionne l'intelligence artificielle en tant que structure du pouvoir. Donc la proposition que je vous fais, c'est de décentrer le regard pour regarder les intelligences artificielles depuis un poste d'observateur critique, car comme l'écrit Ursula Franklin, citée par Kate Crawford, la viabilité de la haute technologie comme la démocratie dépend en fin de compte de la pratique de la justice et l'imposition de limites à son pouvoir. Donc au cours de cette année universitaire, je vous propose de participer à 3 conférences sur l'IA au prisme des sciences humaines et sociales. Donc la première conférence ce soir avec Irène Girard, que je remercie très chaleureusement. La deuxième conférence en décembre, où on parlera du travail caché de l'IA avec une sociologue qui nous présentera ses travaux de recherche et sa thèse sur le domaine de l'anonymisation des décisions de justice. Et une troisième conférence en février avec encore une jeune chercheuse
avec un prisme, un spectre sur ce qu'on appelle le HTR ou la reconnaissance des écritures manuscrites. Voilà, donc je laisse la parole à Irène pour à peu près 45 minutes de conférence et ensuite on aura un temps d'échange. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour ce cycle de conférences. Donc, je suis très honorée d'être ici. Je vais me présenter rapidement pour cette présentation. Donc, je m'appelle Irène Girard et je suis doctorante à l'université Gustave Eiffel. Donc, plus précisément au laboratoire le LISIS, le laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation et Société. Et je travaille sous la direction donc, de Jean-Marc Veller. J'étais avant, donc jusqu'à cette année, data scientist pour une entreprise donc, qui s'appelle Plias, que je présenterai un petit peu. Et aujourd'hui, je fais une thèse en sociologie qui porte sur les transformations du travail administratif qui sont induites par le déploiement dans les administrations de chatbots donc, propulsés par l'intelligence artificielle. Donc, mon travail à moi s'inscrit dans les travaux académiques sur l'intelligence artificielle publique, et plus précisément dans mon cas sur la reconfiguration des pratiques professionnelles aujourd'hui après l'intégration donc, de ces nouveaux outils d'IA. Donc pour commencer un petit peu cette présentation et donner un petit peu de contexte, je vais parler simplement et présenter, poser plutôt la question qu'est-ce qu'un LLM. Pour comprendre vraiment ce que c'est, ça nécessite déjà de comprendre un contexte. Donc on va dire ces 3 dernières années, on a eu vraiment l'essor des modèles de grande taille, donc ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model, qui ont vraiment transformé complètement l'écosystème de l'intelligence artificielle. Donc ça a été une révolution qui a été vraiment propulsée par la mise à disponibilité de tous, de gros modèles propriétaires comme ChatGPT d'OpenAI qu'on connaît tous et qu'on utilise pour certains d'entre nous, et qui ont permis donc à de nombreux utilisateurs, chercheurs et entreprises, etc., de bénéficier, de tirer parti de la puissance de ces technologies sans avoir à gérer les défis en gros liés au développement, à l'entraînement, etc. des modèles. Donc on a d'un côté la mise à disposition de ces modèles propriétaires et d'un autre côté on a l'émergence d'une offre qu'on appelle donc open source qui répondait aux défis des coûts élevés des déploiements de la production de ces modèles et qui ont aussi joué un rôle clé dans ces progrès rapides et de forte compétition. Et donc, ce mouvement a permis donc, à plein d'acteurs de participer à cette dynamique. Et en conclusion, on a des modèles qui aujourd'hui sont à notre disposition, qui sont capables de répondre à des questions, de rédiger des textes, de faire une multitude de tâches. Mais aussi, on a des modèles donc, qui s'intègrent dans des champs spécifiques, par exemple dans la médecine, dans la justice, l'éducation, le droit et l'informatique. Mais on a surtout à disposition des modèles généralistes, c'est-à-dire des modèles qui peuvent répondre entre guillemets à n'importe quelle question, c'est-à-dire qu'ils sont capables de résoudre des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été spécifiquement entraînés. Et c'est principalement de ça qu'on va parler aujourd'hui, pas forcément directement des usages, mais on va comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle générative qu'on connaît aujourd'hui peut poser des problèmes, en particulier dans la gestion et l'entraînement de ces modèles, c'est-à-dire les corpus d'entraînement qui ont été utilisés pour entraîner ces modèles. Donc un LLM, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle d'IA avec des connaissances du monde qui sont basées sur un corpus d'entraînement. Donc plus précisément, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui est basé sur des réseaux de neurones profonds qui sont entraînés sur d'énormes volumes de données textuelles. Et ces modèles sont capables de reconnaître dans ces volumes de données textuelles des modèles, etc., et des structures dans ces données, ce qui lui permet de générer ensuite du langage naturel et répondre à des questions, rédiger des textes, etc. Donc on va voir dans cette présentation que la qualité du corpus va influencer directement la fiabilité du modèle. Et il y a juste, s'il fallait retenir une chose sur la question du corpus d'entraînement, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence autonome, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence qui produit de la connaissance, c'est simplement une intelligence qui dépend d'un corpus de données existant, donc qui n'est capable de reproduire en termes de connaissances que des données qu'elle a déjà vues par ailleurs. Et ça pose tout un tas de questions sur les données. Donc, qui c'est qui crée ces données ? Dans quelles conditions est-ce que ces données elles ont été collectées ? Quels biais culturels et sociaux est-ce que ces données véhiculent ? Et en fait, on a des LLM qui sont simplement le reflet des données sur lesquelles elles ont été entraînées, ce qui pose un certain nombre de problèmes qu'on va vérifier ici par ailleurs. On peut se poser maintenant une deuxième question,
qui est un peu plus actuelle, qui est la question des agents d'intelligence artificielle. Donc les agents LLM, ce qu'on appelle agents, c'est un concept qui est un petit peu différent et qui représente une avancée vraiment importante par rapport aux chatbots d'IA. Donc selon la définition d'Anthropic, donc qui est une boîte propriétaire, une entreprise propriétaire qui qui déploie des LLM, c'est des systèmes où LLM dirigent dynamiquement leur propre processus et utilisation d'outils en maintenant le contrôle sur la façon dont ils accomplissent les tâches. Donc on a là pas seulement des workflows, ce qu'on appelle des workflows, donc des successions de tâches prédéfinies, ou alors on a un modèle qui suit un chemin établi, mais les agents sont des modèles qui sont suffisamment, on va dire, avancés ou intelligents, qui peuvent planifier, mémoriser, agir efficacement sur des longues séquences. Donc en fait, c'est des modèles qui n'existent pas encore vraiment dans la réalité. On n'a pas encore accès à ce type de modèles parce qu'ils sont extrêmement coûteux à produire, ils sont aussi extrêmement énergivores. Mais on a des modèles qui aujourd'hui s'en rapprochent un petit peu. Donc par exemple, les modèles, ce qu'on appelle Deep Research, qui sont proposés notamment par OpenAI ou Anthropic, et qui permettent typiquement à des modèles de gérer les tâches sur des contextes longs, c'est-à-dire par exemple naviguer dans des énormes quantités de données, pouvoir récupérer certaines informations de ces données, par exemple des corpus académiques, rédiger des synthèses et s'auto-corriger, entre guillemets, jusqu'à pouvoir amasser suffisamment de données pertinentes pour pouvoir générer par exemple des rapports de plusieurs pages sourcés, etc. Mais malgré donc l'engouement pour ces agents, ils ne sont pas encore tout à fait autonomes. Aujourd'hui, par exemple, un agent qui pourrait être déployé dans un service, ce serait typiquement un agent qui serait capable de discuter avec un utilisateur, de lui demander quand est-ce qu'il aimerait voyager et de quelle manière, qui irait directement lui-même sur des sites spécialisés pour réserver des billets de train, qui serait capable de faire l'achat du billet de train, qui serait capable d'envoyer les billets de train à la personne concernée, et qui serait capable d'utiliser l'agenda de la personne pour pouvoir inscrire l'aller et le retour. Donc c'est des choses qui n'existent pas encore, c'est beaucoup trop de tâches condensées dans un seul modèle qui aujourd'hui n'est pas capable de faire tout ça. Donc c'est vraiment juste un exemple pour comprendre en quoi genre des tâches longues séquences, à quoi ça correspond exactement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'agents parfois à tort et à travers, parce qu'on peut avoir par exemple dans certains articles de presse l'idée que des agents d'IA sont déployés dans certains services, et notamment dans les administrations publiques. Donc ça, c'est le cas de ma thèse, c'est le cas d'étude qui m'intéresse particulièrement, parce que les administrations publiques, c'est un terrain d'application privilégié pour les LLM. On a des organisations donc, qui manipulent énormément de documents réglementaires, des procédures réglementées, etc., standardisées, et des données structurées qui nécessitent des interprétations contextuelles assez fines. Et donc, on peut se demander pourquoi, parce que c'est un cas d'étude intéressant où les agents publics pourraient potentiellement automatiser la recherche d'informations dans des corpus juridiques complexes, par exemple, pour pouvoir être assistés dans l'application de réglementation, ou alors faciliter, par exemple, l'accès des citoyens à l'information. Mais j'ai mis le mot entre guillemets sur la slide parce qu'évidemment, les agents dans l'administration, ça n'existe pas encore. Ce serait un risque beaucoup trop important. Ce qui existe en l'occurrence, et c'est vraiment le début aussi de l'intégration, c'est des chatbots donc, qui sont déployés. Et encore, ils sont déployés aujourd'hui à petite échelle pour pouvoir justement implémenter des IA génératives qui vont assister les agents dans la recherche d'informations juridiques. Mais ça soulève du coup plusieurs questions critiques. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer la transparence des processus décisionnels ? Dans l'administration, c'est quelque chose d'évidemment essentiel. Et deuxièmement, comment protéger les données sensibles des citoyens ? On a vraiment un exemple parfait d'un secteur sensible qui exige une attention particulière aux enjeux d'équité, de responsabilité, au respect des normes réglementaires, etc. Et donc ma thèse à moi est un petit peu plus, on va dire, granulaire parce qu'elle porte sur l'utilisation des LLM dans les administrations publiques. Donc c'est un terrain vraiment bien pour, comme j'ai dit, qui cristallise les enjeux éthiques des technologies, avec justement une apparente neutralité technique qui est promue par certains déployeurs de modèles, mais en réalité qui cache parfois des choix politiques sur la médiation, par exemple, entre l'État et les citoyens, et qui pose plusieurs questions, notamment typiquement ce qui constitue une réponse acceptable dans un contexte administratif, ce genre de choses. Donc c'est un cas d'étude assez intéressant, et il y en a plusieurs. Un deuxième cas d'étude qui est assez actuel et intéressant, c'est les agents IA dans la recherche scientifique.
Là aussi, agent est entre guillemets parce que fondamentalement, il n'existe pas encore d'agent capable de remplacer le travail d'un chercheur ou d'une chercheuse. Mais il existe cependant des applications, des plateformes ou des sites qui permettent en fait à des chercheurs ou des personnes qui s'intéresseraient à un domaine spécifique, à un champ de la littérature académique, de par exemple parcourir la littérature académique, d'identifier des connexions entre des disciplines ou des auteurs et de rédiger des synthèses ou alors encore des états de l'art entre guillemets. Donc en fait, beaucoup de ces entreprises se basent sur des bases de données bibliométriques ouvertes comme OpenAlex, avec lesquelles, grâce aux métadonnées et grâce aux textes qui sont accessibles, peuvent justement les exploiter pour pouvoir créer ces réponses entre guillemets sourcées. Le problème, c'est que ça pose évidemment plein de contextes, donc plein de problèmes, pardon, dans le contexte de la recherche scientifique, où évidemment la rigueur factuelle est primordiale, donc la question des hallucinations évidemment bien problématique, et aussi garantir la traçabilité des sources, l'attribution correcte des travaux. Dans le cadre par exemple des modèles généralistes, on sait aujourd'hui que si on pose une question à ChatGPT en demandant spécifiquement des références académiques, des auteurs, etc., le modèle est capable d'inventer des sources. C'est un problème qui touche beaucoup de professeurs surtout, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent. Les modèles aujourd'hui sont capables d'aller sur Internet, de récupérer certaines données, mais il y a encore du travail à faire jusqu'à ce que les choses soient, on va dire, suffisamment fiables et que les modèles puissent être utilisés pour la recherche scientifique. Donc on a l'exemple d'Elicit, un rapport de l'OCDE qui parle précisément de cet exemple-là, qui est capable justement d'extraire des données de milliers d'articles et qui promet de démocratiser l'accès à la connaissance académique. C'est un projet qui a l'air évidemment assez intéressant, notamment pour les chercheurs, mais qui pose la question donc, de si les bots, par exemple, vont pouvoir générer des contenus qui sont suffisamment fidèles aux nuances qui sont contenues dans ces articles, ou alors est-ce que les bots vont privilégier, par exemple, certains types de recherche ou certaines méthodologies sur d'autres. Comment est-ce qu'on peut vérifier justement la qualité des extractions, etc. C'est des questions qui vont être posées et c'est des questions qui posent aussi pas mal de problèmes. Donc ça, c'est juste 2 cas d'études assez intéressants qui vont nous permettre d'arriver progressivement vers une taxonomie, disons, assez limitée parce que je travaille principalement sur les données d'entraînement, mais des risques et des enjeux éthiques qui sont liés au LLM qui concernent tout type d'usage, en particulier donc les déploiements de chatbots ou d'agents pour ce type de tâches. Donc le premier risque ou enjeu dont on parle, qui va être un petit peu, on va dire, le risque principal dans ce qui nous concerne, ça va être celui des données d'entraînement. Donc j'avais dit au début de la séance que les modèles de langage ne produisaient pas de connaissances, étaient simplement le reflet de leur corpus d'entraînement. Et aujourd'hui, il existe une littérature assez foisonnante sur les risques, les taxonomies de risques et les stratégies de mitigation qui existent pour essayer de détoxifier les corpus d'entraînement. Ce qui nous intéresse, c'est justement qu'il existe plein de risques, par exemple les risques des représentations culturelles, etc. Le problème du multilinguisme, le fait que les principaux modèles, y compris les gros ChatGPT, etc., sont performants dans les langues, disons, occidentales, mais très sous-performants dans les langues les moins représentées, etc. Les problèmes de standardisation des données, un manque de communication sur les données. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement présentes dans la littérature et que je vais vous présenter. Donc, la performance des LLM, évidemment, dépendent de l'exhaustivité et de la qualité des données d'entraînement. Et pour ça, l'enjeu réside précisément dans le fait que les LLM, comme l'a dit tout à l'heure Céline Guyon, sont entraînés sur des données qui sont le plus souvent issues d'Internet, qui ont été parfois pillées et qui contiennent souvent du bruit ou alors des contenus, ce qu'on appelle toxiques. Donc en fait, on peut résumer 4 types de problématiques, en réalité, 4 types de données qui posent problème pour les corpus d'entraînement. Les données privées, donc c'est celles qui contiennent des informations personnelles identifiables. Donc en général, c'est des données qui sont issues des réseaux sociaux numériques, qui contiennent par exemple des noms de famille ou ce genre de choses.
des données toxiques. Donc en fait, ça rassemble énormément de choses. C'est aussi pas toujours très bien défini dans la littérature, mais on compte en général les discours de haine, donc racisme, le sexisme, l'homophobie, mais aussi plus généralement les menaces. Les données biaisées, donc stéréotypes, les contenus discriminatoires, et les données bruitées. Donc là aussi, c'est une notion un peu flottante, mais qui rassemble donc les données qui contiennent des erreurs qui peuvent conduire à des hallucinations. Assez basiquement, sur Internet, les données bruitées, on pense par exemple aux textes complotistes, conspirationnistes, que sont capables de produire les modèles de langage, tout simplement parce qu'ils sont présents dans les corpus d'entraînement. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on est sûr que le modèle ne va pas ensuite reproduire ce type de narratif? On ne peut jamais être sûr tant que les narratifs sont présents dans les corpus d'entraînement. Ensuite, je vais parler du problème des biais de représentation et de représentativité. Donc les biais de représentativité, c'est la sur- ou la sous-représentation de certains groupes dans les données d'entraînement, et de représentation, donc la manière dont ces groupes sont dépeints ou caractérisés dans ces mêmes données. Donc c'est évidemment ces visions du monde qui sont encodées, qui sont ensuite perpétuées par les algorithmes, qui se manifestent sous différentes formes et qui conduisent à des situations d'exclusion, de discrimination. Par exemple, un exemple assez typique, mais le pronom il est largement plus représenté que le pronom elle dans les corpus d'entraînement. Donc ça explique pourquoi est-ce que les modèles génèrent moins de contexte pour le féminin et vont associer certaines professions systématiquement à des caractéristiques genrées. Donc on a un effet de cloisonnement pour des femmes dans des rôles sociaux, on va dire stéréotypiquement féminines, etc. Là, je vous envoie vers l'article justement de Thierry Poibeau et Romane Gallienne, qui explique comment les modèles de langue génératifs français, ils vont refléter et amplifier ces biais sociaux lorsque l'on manipule donc des prompts, et qui démontrent avec ces expériences concrètes qu'il est vraiment facile d'obtenir ces contenus en manipulant les prompts. Donc même si les modèles, on va dire les plus hégémoniques, ont des garde-fous, des mesures de sécurité qui vraiment permettent au maximum d'éviter des outputs, donc des sorties du modèle qui intègrent ces biais stéréotypés, il est toujours possible de les manipuler. C'est ce qu'on appelle le jailbreaking. Et aujourd'hui encore, c'est un problème. Donc, simplement à ajouter que ces deux chercheurs ont aussi argué le fait que le débiaisage complet des modèles est impossible, et désirer une telle chose est, entre guillemets, inenvisageable parce qu'il n'existe pas de normes objectives, entre guillemets, universelles, que les questions soulevées sont systématiquement sociales, contextuelles, etc. Pas seulement purement techniques. On parle ensuite des enjeux de fiabilité et d'explicabilité. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que ce sont évidemment des enjeux souvent techniques, mais qui concernent aussi les données d'entraînement par définition. La fiabilité des LLM, c'est un concept qui englobe la confidentialité, la prévention des usages malveillants dont on a parlé, et la gestion des biais, ce qui permet donc de garantir la sécurité des données utilisées et des données de sortie. La véracité, donc c'est une notion qui est aussi utilisée. Donc c'est la capacité des modèles à produire des informations exactes, ce qui est un problème aujourd'hui à l'heure des hallucinations. Et l'explicabilité, donc c'est la capacité de comprendre, d'expliquer comment un modèle arrive à ses résultats. Donc c'est l'AI Act européen qui donne une définition de l'explicabilité. Donc les systèmes d'IA doivent être conçus et utilisés de manière à permettre une traçabilité appropriée et une explication claire de leur fonctionnement. Donc c'est aussi une notion un peu flottante, mais c'est vrai concrètement, elle vise à rendre les processus internes de l'IA compréhensibles pour les utilisateurs, tout en transformant ces derniers des capacités, des limites tout en informant ces derniers des capacités et des limites du système. Donc ces trois notions que j'ai données, elles sont elles posent plus généralement le problème de la confiance qu'on peut avoir dans ces technologies. À mesure que les LLM intègrent des domaines comme la santé, l'éducation, la justice, etc., il est évident qu'on considère les risques potentiels parce que les hallucinations, les réponses erronées peuvent avoir des conséquences imprévues.
Et donc, on a des réglementations aujourd'hui, dont je vais parler tout à l'heure, qui imposent des règles strictes. Mais d'un point de vue plus philosophique, entre guillemets, la notion de véracité et celle de fiabilité, elles sont liées à la notion d'honnêteté qui a été utilisée dans la définition de ce qu'on appelle une IA alignée. Donc on entend souvent le terme d'alignement pour l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ça regroupe 3 notions. En anglais, donc helpful, utile, donc la capacité de l'IA à, entre guillemets, s'efforcer d'accomplir la tâche ou de répondre à la question posée de façon concise, efficace. Honnête, donc la nécessité de l'IA de fournir des informations précises et d'exprimer son propre niveau d'incertitude, donc entre guillemets la notion d'humilité de l'IA, même si c'est difficile d'appliquer cette notion-là à un système qui n'est pas, enfin un système informatique. Et la notion harmless ou inoffensive, donc l'exigence principale, résumée par l'injonction suivante: l'IA ne doit pas être offensante ou discriminatoire, ni directement, ni par sous-entendu ou biais. Donc un autre enjeu dont je ne suis pas la spécialiste, mais qui me semblait très très important à rappeler, et dont Céline Guyon a aussi parlé tout à l'heure, ce sont donc les risques environnementaux qui sont liés à la fois à l'entraînement des LLM, mais aussi ce qu'on appelle les coûts écologiques d'inférence. Donc à chaque fois qu'on utilise par exemple un LLM comme ChatGPT, il y a un coût écologique derrière qu'il faut prendre en compte. Donc il existe aujourd'hui beaucoup de ressources qui permettent d'avoir accès à des données chiffrées sur ce problème-là. J'ai mis dans cette slide un article qui est assez intéressant de Bon Pote et qui résume assez bien le problème avec des données assez intéressantes. Mais globalement, pour l'entraînement, on a donc des milliers de GPU qui vont pendant des semaines, voire des mois, consommer énormément d'électricité pour l'entraînement des modèles. Et donc ces calculateurs vont avoir une empreinte carbone gigantesque qui vont être exacerbée par le fait que les centres de données sont alimentés par des sources d'énergie qui sont souvent non renouvelables. Et évidemment, les opérations de refroidissement qui sont nécessaires, qui ajoutent d'autres coûts environnementaux pour maintenir les serveurs en gros dans des températures optimales. Et ensuite, l'inférence, c'est souvent justement le coût de chaque utilisation de LLM. C'est vraiment des coûts environnementaux non négligeables, en particulier quand les LLM sont intégrés à des applications, parce que des applications qui sont utilisées massivement, etc., qui nécessitent des réponses en temps réel à des échelles globales. On a vraiment à chaque fois, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, des records qui sont atteints et des déchets informatiques qui sont aussi le vieillissement accéléré en gros des déchets informatiques fait que c'est une industrie qui est évidemment vraiment délétère pour l'environnement. Et là, on en vient au fait qui est un petit peu le cœur de cette présentation. C'est finalement dans la question du corpus d'entraînement, le problème du droit d'auteur. Donc les LLM aujourd'hui soulèvent des questions juridiques majeures concernant le droit d'auteur. Les grands laboratoires aujourd'hui comme OpenAI ou Anthropic, ils utilisent régulièrement ce qu'on appelle des shadow librairies. Donc ce sont des sources de contenu piraté. Donc certaines sont assez connues, par exemple LibGen ou Anna's Archive, et des données qui ne sont jamais vraiment communiquées publiquement, qui posent un certain nombre de problèmes. Donc en mars dernier, on a par exemple les éditeurs, les syndicats de l'édition français qui ont saisi le tribunal de Paris contre Meta parce que en 2023, Meta utilisait une base de données qui s'appelait Book3 et qui contenait 200 000 livres, dont des livres français, sans aucune autorisation, donc vraiment au mépris total du droit d'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est que Meta l'a reconnu auprès de la Cour de justice européenne l'année suivante, mais en invoquant en fait ce qui existe dans la justice américaine sur le droit d'auteur, ce qui est donc le fair use, un concept qui n'existe pas en Europe dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur. Et donc, il justifie que l'utilisation, ou plutôt le pillage de ces ressources, est nécessaire pour le bon fonctionnement, en l'occurrence, du modèle Llama. Mais c'est pas... entre guillemets, c'est un marché qui se crée au détriment de la culture. Et aux États-Unis, il y a le même type de problème avec le New York Times qui a poursuivi OpenAI en justice
Pour cette fois-ci, c'est des articles de presse donc, qui ont été reproduits quasiment à l'identique, avec évidemment une manipulation de prompt pour faire en sorte de reproduire ces articles, mais qui ont été reproduits quasiment mot pour mot, donc ce qui pose un certain nombre de problèmes aux journalistes concernés. Donc évidemment, ce n'est pas une tendance récente, c'est une tendance qui a vraiment commencé avec OpenAI, qui, lorsqu'ils ont sorti GPT-3, le premier LLM vraiment accessible et qui avait des résultats assez bluffants, les articles mentionnaient un dataset Books2 qui ne révélait pas du tout ce qu'il contenait. Et donc cette tendance a vraiment fait que s'intensifier depuis, avec certaines récentes différences, surtout chez les entreprises qui produisent des modèles open source. Donc ici, DeepSeek, c'est une entreprise chinoise qui a été la première à assumer complètement le fait que les modèles avaient été entraînés sur des librairies piratées. Donc ici, dans cet article qui a été publié donc, par l'entreprise, ils assument, donc vous voyez Anna's Archive 2024, et c'était vraiment la première fois que, entre guillemets, la pratique a été vraiment assumée, ce qui pose vraiment problème parce que dans les décisions de justice, justement, ces entreprises plaident souvent le fair use, pas seulement comme pratique pour encourager leur industrie, mais aussi en argumentant que ne pas le faire, ne pas entraîner les modèles sur des sources pillées serait un désavantage dans cette situation de compétition accrue. Et donc, on a aujourd'hui une situation où les laboratoires fermés sont vraiment avantagés par rapport aux initiatives de recherche ouvertes à cause justement de cette appropriation par les grandes entreprises propriétaires de ces gisements de données en ligne qui ne sont pas pour autant faites pour être pillées. Et donc, il existe aujourd'hui évidemment une réglementation sur la question des droits d'auteur, mais principalement sur la question de la transparence des données d'entraînement. C'est donc l'AI Act européen qui impose au secteur, aux acteurs et aux déployeurs de documenter clairement d'où viennent leurs données. Simplement, le point clé, c'est que l'AI Act européen a été rédigé et pensé de façon assez généraliste. Et pour la question spécifique des LLM, il y a un code of practice qui a été aussi, qui est sorti récemment et qui va permettre de plus précisément poser la question des corpus d'entraînement pour les LLM et d'indiquer précisément la démarche à suivre pour les groupes qui publient les modèles sur Internet. Mais évidemment, ça pose tout un tas de questions sur le contrôle que peuvent avoir les instances de réglementation vis-à-vis de ces entreprises, parce qu'il est évidemment très difficile de prouver qu'une IA a été ou pas entraînée sur un type de contenu. Et donc, ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on peut être sûr que ces obligations sont respectées et quels mécanismes vont être effectivement mis en place pour contrôler les entreprises. Donc, c'est des questions qui sont aujourd'hui encore ouvertes auprès des entreprises qui déploient les modèles. Donc tout ça, en conclusion, aboutit à une situation qu'on peut qualifier de tragédie des communs numériques, où les laboratoires fermés vont bénéficier justement de cette liberté de piller les productions culturelles et où les efforts de recherche vont être beaucoup plus précarisés. Et donc ça crée une asymétrie qu'on peut définir de cette manière-là, où l'écosystème est finalement toujours désavantagé. Et comme il n'existe pas de cadre juridique clair qui protège la recherche sur justement la science ouverte et la publication de modèles ouverts, ça peut créer une situation de concentration technologique encore plus marquée qui rétrécit, qui se résume aux mains des acteurs privés. Et donc, on a aujourd'hui aussi en Europe une loi qui s'applique pour le texte et data mining et qui vaut donc pour l'entraînement d'IA, mais qui est limité par un système d'opt-out. C'est-à-dire que des chercheurs peuvent utiliser des données récupérées sur Internet, donc des bibliothèques de données ouvertes, mais les titulaires de droit ont le droit de s'opposer à ça. Simplement, les grands laboratoires, les entreprises propriétaires, dans cette course, entre guillemets,
Alia, vont pouvoir négocier directement des licences avec les ayants droit. Et donc, c'est un avantage qui est évidemment pas accessible aux acteurs de l'open source, qui n'ont pas ni les moyens légaux de se défendre, ni les mêmes capacités pour pouvoir s'approprier cette ressource. Et donc, pour finir, on peut se demander quelle solution est-ce qu'il existe aujourd'hui justement pour contrecarrer un petit peu cette dynamique qui existe aujourd'hui sur l'appropriation des données par les groupes et les entreprises propriétaires. Ce sont des initiatives qui existent de façon assez sporadique, mais en Europe, en tout cas, il existe le cas de Plias, donc l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé quelques temps avant de commencer mon doctorat, qui travaille précisément à mettre en ligne des corpus de données ouvertes et qui ne sont pas soumis aux droits d'auteur. Donc, il y a une initiative qui s'appelle Common Corpus et qui est en fait la plus grande collection de textes entièrement ouverts, légalement diffusables. Donc, ça représente 500 milliards de mots, ce qui est vraiment gigantesque. Et d'où est-ce qu'elles viennent, ces données ? Qu'est-ce qui est vraiment ouvert, exploitable, on va dire ? Qu'est-ce qui existe, en fait ? C'est beaucoup de documents réglementaires, donc ce qu'on appelle l'open government en open data. Donc, ça va être typiquement des gisements de données administratives sous-exploités comme des documents de la Cour des comptes, des documents publics qui sont publiés, qui sont anonymisés, mais qui sont aussi des documents qui sont d'une grande richesse sémantique et qui vont pouvoir permettre à ce corpus de se constituer et d'avoir un socle, entre guillemets, suffisamment fiable, mais aussi auditable, puisque toutes les données sont ouvertes, etc., consultables, pour pouvoir proposer à certains acteurs d'entraîner leur modèle d'IA directement sur cette ressource-là. Donc c'est à ça que sert Common Corpus. En réalité, c'est vraiment une initiative ouverte à disposition des data scientists pour pouvoir entraîner leurs IA en toute sécurité. Et c'est une initiative qui a été qui a déjà porté ses fruits parce que il y a sept entreprises qui ont donc publié des modèles entraînés exclusivement sur le Common Corpus. Et c'était justement l'objet de cette entreprise, c'était de publier, de mettre à disposition des modèles qui ont été entraînés exclusivement sur ces données ouvertes. Et donc, l'entreprise a publié, a proposé, a mis à disposition sur une plateforme qu'on appelle Hugging Face une suite de modèles qui sont des modèles donc qui sont des modèles ouverts, c'est-à-dire que le code source des modèles est aussi disponible sur Internet, mais plus largement qui peuvent être utilisés en toute sécurité, puisque leurs données d'entraînement sont connues, auditables, et ces modèles ont été ensuite intégrés dans des applications, donc des infrastructures qui étaient elles aussi ouvertes, que tout le monde pouvait utiliser. Donc une de ces infrastructures, Scholastic Eye, est une application qui a été créée par l'entreprise pour pouvoir naviguer dans des données académiques. Mais donc c'est vraiment la conclusion de ce chapitre, c'est que pour vraiment, on va dire, maximiser les efforts de recherche qui sont faits au niveau de l'open data comme Common Corpus, c'est entre guillemets une volonté vraiment de construire une infrastructure ouverte, transparente et éditable avec des modèles de fondation qui sont eux-mêmes transparents, entraînés sur des données ouvertes et entraînés aussi avec des techniques d'entraînement spécialisées comme par exemple pour donner ce qu'on appelle des modèles RAG qui sont transparents, qui proposent de sourcer des réponses avec des extraits du corpus d'entraînement, avec par exemple des extraits d'une base documentaire externe sur lesquels ils s'appuient pour pouvoir donner un maximum de transparence aux utilisateurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ?
Bonjour et merci pour la présentation. Un petit commentaire avant la question. Dans votre description des risques et des enjeux, j'avais l'impression que vous décriviez la classe politique par rapport aux risques. En fait, il y a plein de biais de représentation, de représentativité. En dehors des coûts environnementaux, on pourrait appliquer tous ces risques à notre classe politique qui est source aussi de post-vérité, enfin, voilà, de fake news, ainsi de suite. Mais du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que la plupart des enjeux que vous avez décrits étaient également présents? Est-ce que vous avez fait un peu un retour en arrière? Est-ce qu'ils étaient également présents lors de l'émergence de l'Internet? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur les risques qui sont présents dans les corpus d'entraînement et qui se répercutent lorsque les LLM sont intégrés à des services spécifiques. Parce qu'en l'occurrence, dans le cadre des modèles déployés dans l'administration, ce qui posait problème, c'est que c'était justement des technologies américaines, donc des modèles américains, dont les données d'entraînement sont opaques, qui ont été intégrées à ces solutions techniques, et ce qui posait justement des questions de transparence. Au-delà simplement de la question de la reproduction des biais, etc., ça posait en fait surtout une question de souveraineté par rapport aux données. Et ensuite, sur la question d'Internet, oui, en fait, le problème, c'est comme, entre guillemets, les acteurs vont chercher à, entre guillemets, moissonner les données du web pour pouvoir alimenter les corpus d'entraînement. C'est évident que c'est l'origine de tous les problèmes, entre guillemets, de bruit et la raison pour laquelle les modèles sont capables de produire du contenu extrêmement toxique. Et ça pose évidemment la question du fait que ces contenus existent sur le web en quantité et surtout qu'ils sont très très facilement accessibles puisqu'ils sont récupérables par n'importe qui. Il existe des données qui sont ouvertes et qui sont des corpus d'entraînement qui proviennent de données du web. Donc des corpus ouverts, anonymisés au maximum, parfois pas, mais qui viennent du web, donc ce qu'on appelle l'open web. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des choses plus ou moins recommandables, entre guillemets. Donc par exemple, énormément de pornographie ou ce genre de choses. Il y avait un dataset français qui avait été justement proposé pour des acteurs de recherche ouverte et qui contenait des contenus pornographiques. Mais c'est pas... Enfin, c'est... En fait, on prouve que c'est possible aujourd'hui de suffisamment connaître son corpus, le nettoyer, pour pouvoir éviter ce type de problème. C'est une volonté de ne pas le faire. Merci. Merci pour la conférence. J'avais une question par rapport au fait que récemment on a vu le Washington Post et Le Monde faire un deal avec OpenAI pour que tous leurs articles soient disponibles. De quel œil est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen de lutter contre les fake news ou à l'inverse Et oui, bon, c'est tout déjà, c'est bien. Oui, merci, j'avais oublié de le préciser, mais en effet, pour le Monde et un accord qui avait été passé justement avec OpenAI, pour moi, ça pose juste un problème qu'à partir du moment où c'est OpenAI qui s'approprie ces articles, et ça représente une énorme source de données, et certes d'une grande qualité, puisque ce sont des articles qui ont été écrits et publiés au monde, donc officiels, même si on pourrait arguer que ça augmenterait la qualité du modèle en lui-même, je pense que ça pose un problème juste parce que c'est une appropriation par un groupe qui a un objectif commercial et qu'il existe des initiatives de recherche qui pourraient mettre à disposition ces articles d'une autre manière qui n'a pas forcément pour objectif de commercialiser les usages. Et c'est surtout ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que la science ouverte, la recherche est pénalisée par rapport à ces choses-là. Et que les personnes qui valorisent les initiatives de recherche n'ont pas les moyens ni légaux ni financiers pour pouvoir se défendre quand ce genre de situation arrive. Donc c'est juste que ça crée une situation inégale. Merci. De rien.
Merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un recensement des différentes intelligences artificielles utilisées dans les administrations? Est-ce que c'est des données qui sont publiques? J'imagine que oui. Mais voilà, est-ce qu'il y a un suivi quelque part? Et je sais que, par comparaison, j'avais vu cet été une initiative pour répertorier les algorithmes utilisés dans l'administration publique. Je crois que ça s'appelait ODAP. Et donc, voilà. Merci pour la question, c'est très intéressant. Il existe en fait beaucoup de rapports qui sont faits justement sur l'intégration de l'IA dans l'administration publique, qui concernent principalement les outils statistiques qui sont réalisés et les instruments d'action publique. Mais la question de l'IA générative de texte, donc celle sur laquelle on travaille avec les LLM, pas vraiment, parce que c'est des initiatives qui sont très ponctuelles et qui sont, on va dire, faites d'une façon assez verticale. Les modèles d'IA sont intégrés, on va dire, de façon expérimentale. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Il y a eu un énorme effet d'annonce récemment avec la question des maisons France Service. Donc, c'est un chatbot qui s'appelle Albert, qui a été déployé pour accompagner les agents publics dans le renseignement aux citoyens pour la recherche documentaire. Et justement, cet effet d'annonce a été un petit peu mal perçu par beaucoup de commentateurs, on va dire, publics, parce que précisément, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le système en lui-même et que c'était, on va dire, marketé comme un outil qui allait un petit peu réduire la bureaucratie, favoriser l'efficacité, entre guillemets, du service, sans pour autant expliquer réellement quels étaient les enjeux derrière et aussi combien est-ce que le projet avait... quelles étaient exactement les conséquences de cette intégration. C'est-à-dire qu'on n'avait pas accès à l'évaluation du projet. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut interroger. Mais je dirais que c'est surtout parce que c'est encore au stade expérimental qu'on n'a pas encore accès à cette information-là. Alors, déjà, merci beaucoup pour toutes ces informations de qualité. Alors, moi, je n'ai pas une question. Je voulais juste avoir, c'est-à-dire, si vous avez des conseils par rapport à l'opacité des données dans l'administration, c'est-à-dire comment l'IA peut, bien sûr, nous aider par rapport à ça. Dans une administration, par exemple, vous savez, il y a des données, surtout des documents de grands intérêts, qui sont deux fois, par exemple, moi dans mon pays, voilà, deux fois on a quand même l'impression, il y a cette question de l'opacité par rapport à certaines données. Donc, est-ce que, vu que vous êtes professionnel dans le domaine, est-ce que vous avez des conseils, par exemple, par rapport à ça? Sur la question de quels outils on peut utiliser pour... Exactement, pour aller, pour lutter contre cette opacité des documents de grands intérêts, par exemple. C'est une très bonne question parce que justement, il existe des outils ouverts, comme ceux que j'ai présentés de l'entreprise Pléias, mais ils sont difficilement accessibles. C'est-à-dire qu'avec les modèles comme ChatGPT ou Claude, c'est des outils clés en main qu'on peut utiliser, qui sont généralistes et qui peuvent résoudre tout un tas de problèmes qu'on n'a même pas anticipés. Mais pour pouvoir utiliser des plus petits modèles, par exemple plus frugaux, et dont on peut, entre guillemets, tracer, qu'on connaît un peu plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle open source. Donc on a plus d'informations sur la structure de ces modèles, on va dire un peu plus ouvert, un peu moins opaque. Sans parler de la question des données d'entraînement, parce que c'est quasiment impossible de trouver des modèles complètement ouverts. On peut, et il existe une plateforme qui s'appelle Hugging Face, sur laquelle on peut les télécharger.
et on peut les utiliser. Mais le problème, c'est qu'en général, ça nécessite un petit peu de compétences informatiques. Il existe aussi des solutions, on va dire, un peu plus clés en main, comme des applications comme ça. Mais il faudrait en effet faire une liste précise. Parce qu'en fait, plus un modèle est respectueux, on va dire, frugal ou plus petit, un peu plus respectueux de l'environnement, et si possible respectueux du droit d'auteur, plus ce modèle est spécialisé. Il est petit en fait. Et donc ça va être en fait pour des usages spécifiques qu'on va pouvoir trouver des outils qui vont nous rendre service. Il n'existe pas encore de chat GPT de l'administration, même si c'était un peu l'objectif du chatbot Albert à l'origine. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, merci. C'est cette plateforme. Non, mais je crois qu'elle m'a... Hugging Face, ah oui, c'était ce qui était... Ok, super, merci beaucoup. Du coup, pour la question, je redemandais le nom de la plateforme qui permet de télécharger des modèles d'IA spécialisés. Je dis pas de bêtises. Vous aviez une question? Ah, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interrogations? Moi, j'ai une question un peu plus personnelle, si vous voulez bien y répondre. Comment on passe d'être data scientist dans une entreprise à se dire je vais aller faire une thèse en sociologie, même si le sujet reste lié. Ça m'interroge aussi de savoir comment vous en êtes venu à ça. Merci beaucoup pour la question. Alors en fait, c'est justement parce que à l'origine, j'ai fait des études de sciences sociales et je me suis spécialisée en master en faisant justement un master on va dire data science informatique. Et c'était data science appliquée aux sciences sociales, pour faire large. Et donc, en fait, c'est on va dire, un peu une tendance qu'il y a de créer ces formations hybrides où finalement, c'est pas juste d'apprendre, on va dire, les compétences pour devenir data analyst, mais c'est de comprendre, d'accord, mais ces algorithmes, qu'est-ce qu'ils disent vraiment, comment est-ce qu'on peut les utiliser, mais quels problèmes ça pose. Et donc, c'est pas mal justement ce cycle de conférences parce que c'est exactement la question qui est soulevée. C'est-à-dire, quel regard critique est-ce qu'on peut avoir sur à la fois l'utilisation, l'emploi et la connaissance de ces modèles. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je suis arrivée au fur et à mesure à travailler là-dessus parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir les cas d'usage sensibles. Je m'intéressais, moi, aux modèles ce qu'on appelle RAG, donc des modèles qui citent leurs sources au maximum, qui sont liés à une base de connaissances et qui sont capables de répondre en donnant avec la réponse, en gros, une partie du texte qui a été utile pour répondre. Je ne sais pas si c'est clair, mais ok. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était les cas d'usage sensibles où ces modèles RAG étaient déployés. Dans quel cas est-ce qu'on a absolument besoin que le modèle cite ses sources? En fait, il n'y a pas non plus beaucoup d'endroits. Enfin, si, quand même, c'est un peu un cas d'usage, on va dire, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Mais l'administration publique, c'est quand même un bon exemple de ça. Parce que, précisément, le texte de loi, un texte de la réglementation en général, ne peut pas être interprété. Il faut qu'elle soit identifiée et que le modèle puisse la retrouver pour pouvoir répondre correctement au maximum entre guillemets sur ce texte-là. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à l'administration. Par rapport aux modalités d'opt-out pour les gens comme nous, sur lesquels on a sûrement collecté pas mal de données et on aimerait sortir de ces corpus-là, justement. C'est compliqué parce que les données du web, par exemple des années 2015-2020, ont été aspirées en partie par des entreprises propriétaires.
Et je sais que Meta récemment a justement informé ses utilisateurs que certaines de leurs données pouvaient être utilisées en partie pour entraîner leur modèle, donc avec des garanties entre guillemets d'anonymisation, etc. Mais on peut se poser des questions justement sur la si on peut vraiment croire ces entreprises. C'est la première chose, donc des données qui existent déjà, qui ont été publiées. La deuxième chose, c'est les données utilisateurs des utilisateurs des modèles. Donc ça veut dire quand on écrit un prompt, quel que soit ce que c'est, ça peut être par exemple, je vais donner mon bilan sanguin à ChatGPT pour voir si tout va bien, parce que je ne suis pas capable de lire un bilan sanguin. Je pense que c'est quelque chose que certaines personnes ont fait. Ou alors, je vais utiliser un petit peu ChatGPT comme un psychologue. Et récemment, il y a des articles qui sont sortis sur ça dans le monde, dans Society, sur le fait que c'est aussi lié au fait que les gens, peut-être, sont un petit peu... Enfin, la solitude, globalement, ont besoin d'avoir un appui psychologique, vont utiliser les modèles. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces données-là ? C'est aussi une question ouverte, parce qu'on n'a pas de garantie parfaite que les entreprises ne vont pas s'en servir pour alimenter d'autres bases, etc. Donc c'est une vraie question. Et je pense on a toutes les raisons de ne pas forcément faire confiance à OpenAI ou à Meta, par exemple. Et merci pour votre présentation. J'aurais plusieurs questions, mais il y en a une qui m'interpelle particulièrement. C'est ce corpus ouvert et propre jusqu'à un certain point qui est mobilisé par les éditeurs d'intelligence artificielle qui se veulent éthiques. Alors, ma question va être double. D'une part, est-ce que cette information est filtrable? Je veux dire que si tous les éditeurs propres utilisent le même jeu de données pour entraîner leur modèle et qu'ils utilisent très sensiblement les mêmes algorithmes d'apprentissage, ils vont produire des LLM qui donneront exactement les mêmes résultats, et donc c'est pas très discriminant. Donc est-ce qu'il y a moyen de filtrer, et selon quels critères, les données sur lesquelles on se base pour entraîner de manière plus spécifique les LLM spécialisés que l'on va produire? Et d'autre part, est-ce que le fait d'avoir un jeu de données aussi conséquent, parce que c'est quand même très très massif, est-ce que ça garantit la qualité réelle des données, à la fois sur leur véracité et sur leur absence de biais? Et je pense que l'absence de biais, non, ça ne garantit rien du tout en fait. Vraiment, pour la première question, c'est le problème, c'est que c'est des volumes de données qui sont tellement massifs, qui sont empilés, que c'est quasiment impossible pour les entreprises de filtrer, c'est-à-dire de retrouver les informations. Et c'est une question qui rejoint une question aussi plus technique sur certains tests qui sont effectués pour tester l'explicabilité des modèles, qu'on appelle l'aiguille dans une botte de foin, à savoir glisser une information un peu ubuesque dans un corpus d'entraînement et demander au modèle d'essayer d'aller la chercher pour voir s'il y arrive. Comme on n'a pas encore une idée très très claire de la manière dont le modèle agit, il y a quand même une forme d'opacité, même si il y a beaucoup d'efforts de recherche qui sont justement déployés pour essayer de rendre les modèles explicables. Et c'est quelque chose, justement, c'est un des arguments qui est donné par ces entreprises qui disent que c'est plus possible. Comment on fait avec des modèles qui sont déjà mis à disposition? Et justement, par rapport à la qualité des données, c'est justement parce que les modèles comme ChatGPT sont entraînés sur, par exemple, énormément de tweets qui font... Voilà, oui, bien sûr. Mais surtout des choses qui font parfois 130 caractères, des corpus qui sont d'une très pauvre qualité et qui, en effet, s'empilent jusqu'à vraiment des quantités pharaoniques de données, mais qui sont d'une pauvre qualité. Et justement, les initiatives qui existent, qui essayent
d'aller à l'encontre de ça, c'est en alimentant les bases d'entraînement avec ce qu'on appelle des sources avec des contextes longs. Donc ça va être par exemple des pages entières ou des livres, ce genre de données qui sont beaucoup plus riches et qui permettent en fait au modèle d'avoir un meilleur raisonnement parce qu'elles sont beaucoup plus compactes, sont beaucoup plus intéressantes pour la réflexion du modèle. Donc en fait, la qualité de la donnée influe vraiment sur la qualité du modèle et la longueur du contexte aussi. Du coup. Moi, j'avais une question un peu plus précisément sur les hallucinations. Parce que là j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des problèmes de biais des IA. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez un peu évoqué l'idée que forcément, de toute façon, en travaillant sur un corpus biaisé, il y avait un risque plus fort d'hallucination. Mais pour le coup, moi, pour l'avoir un peu utilisé, j'ai vraiment l'impression que parfois, notamment quand on lui demande de la bibliographie, un LLM, ça crée des hallucinations qui sortent vraiment de nulle part. Ça ne fait pas info biaisée, ça fait vraiment création totale. Et je me demandais si du coup les hallucinations c'était intrinsèque au modèle LLM ou est-ce que c'était plus quelque chose qui pouvait être corrigé d'une manière ou d'une autre? Non, oui, en effet. En fait, la définition d'hallucination, c'est une information qui paraît plausible, mais qui l'est pas. Pas forcément parce que c'est on va dire un narratif ou un mot ou un concept qui se retrouve là par hasard et qui est ensuite en sortie du modèle, mais plus parce que justement, c'est des informations qui ne font pas sens. Et dans le cadre de l'invention de sources, qui est vraiment un cas typique, c'est le cas. Et pardon, la question c'était quoi? Pardon, j'ai oublié. Ah, c'est bon. Pardon. C'était de savoir si c'était un peu impossible de passer outre, voilà, ou pas. Pour l'instant, à ce stade, non. Je pense qu'aucun modèle est suffisamment fiable. Et de toute façon, c'est important de garder cette méfiance. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles solutions il existe pour les rendre le plus fiables possible. Et c'est là que les outils comme le RAG, c'est intéressant. Même si en soi, là on parle des choses négatives, donc l'invention des sources, etc. Mais c'est vrai que les modèles sont quand même impressionnants. Quand on fait le test, par exemple, de proposer certaines définitions en sociologie, en fait, parfois c'est vraiment bien et c'est aussi que c'est des modèles extrêmement performants. Mais oui, il faut pas juste... c'est juste qu'ils ne sont pas du tout suffisamment au point pour éviter une supervision humaine. Et sur la question des hallucinations, c'est tout l'enjeu. Oui. Et si je comprends bien comment fonctionnent les hallucinations, ça part aussi quelque part de l'impossibilité pour l'IA d'exprimer qu'elle ne sait pas une information. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recherches là-dessus qui mèneraient à une IA capable de dire « je ne sais pas » voilà. Ah oui, c'est une bonne question. Oui. Alors, j'ai pas de référence là, mais je la rajouterai à la présentation. Mais oui, entre guillemets, la notion de honnêteté, elle intègre donc c'est l'information sur l'incertitude du modèle et la possibilité du modèle de dire je ne sais pas, je ne suis pas capable de répondre, je ne connais pas entre guillemets ces informations. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est simplement fait avec les bases de données auxquelles le modèle a accès. Et si, par exemple, il me semble que certains modèles qui ont donc certains garde-fous sur ces questions-là et qui peuvent répondre lorsque c'est une question d'actualité, je n'ai accès à des informations que jusqu'à cette période-là, qui est donc contenue dans le modèle d'entraînement. Mais c'est évidemment insuffisant, mais c'est déjà, je pense, une première. Mais oui. Mais c'est aussi parce que on va dire que le modèle en lui-même est entraîné pour pouvoir répondre et pour pouvoir générer du langage naturel, pour pouvoir, on va dire, nous servir, entre guillemets.
mais il subit aussi ce qu'on appelle du post-entraînement. Et en fait, il est surentraîné à avoir parfois une certaine personnalité, à avoir de la politesse. Tout ça, c'est pas des choses qui sont forcément induites lorsqu'un modèle nous parle. La raison pour laquelle le modèle nous parle poliment, on va dire, c'est aussi parce qu'il a été surentraîné pour pouvoir le faire. Et en l'occurrence, le modèle est surentraîné entre guillemets, à nous être utile. Et donc, on parle des biais en disant oui, il existe des biais du type de la misogynie interne au modèle, etc. Mais en fait, les biais, c'est aussi le fait que le modèle fera tout et n'importe quoi pour nous aider, et, entre guillemets, et qui ne pourra pas, qui n'est pas capable de reconnaître quand il ne sait pas, parce qu'il est censé nous servir, entre guillemets, être là à essayer au maximum de répondre. Mais c'est aussi quelque chose qui est un choix technique humain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi, je retiens 3 mots de la conférence et qui font écho, je pense, aux enseignements qui sont les nôtres ici à l'ENTIB. C'est qualité, contextualisation et commun de la connaissance. Donc il faut qu'on réfléchisse aux LLM, aux intelligences artificielles, dans ce cadre-là aussi. Il me reste à vous remercier, Irène. Merci à vous aussi pour votre participation et vos questions.